Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Seconde vidéo pour moi, et on va vraiment changer d'époque. Nous étions avec Marvin Gaye et son classique What's Going On sorti en 1971. Là, nous serons avec Drake et sa mixtape classique sortie en 2009, So Far Gone. Alors c'est un projet qui est souvent oublié, je trouve, à tort, tout simplement parce que, selon moi, ce sont les fondations du son OVO qui a été créé bien évidemment par Drake, Noah Shebib et K40, et à ne pas oublier Boy Wanda, qui est un producteur de renom, et je trouve qu'on a tendance à omettre son nom quand on parle du son OVO. Alors la mixtape est sortie gratuitement sur des ancêtres, l'ancêtre des plateformes, DatPiff, qui est voilà une belle Madeleine de Proust pour moi. On avait quand même voilà des mixtapes sur DatPiff qui étaient pour moi de la qualité d'album. Je vais pas forcément extrapoler, mais le Dream Chaser 2 de Meek Mill. Moi, j'avais aussi beaucoup aimé la mixtape Detroit de Big Sean. Et voilà, il y avait beaucoup de. Ouais, pas mal de projets qui étaient de la qualité d'album. Et c'était aussi, je pense, l'opportunité pour des artistes qui étaient à la base peut-être un peu underground. De toucher un plus grand public, parce que je le répète, c'était des projets qui étaient gratuits, et DatPiff, voilà, c'était une belle plateforme pour se montrer et peut-être signer dans des plus gros contrats, des plus gros deals dans des maisons de disques, ou être repéré par d'autres rappeurs. Et voilà, c'était une très belle époque, et du coup So Far Gone faisait partie de cette époque-là, et donc intégrer le catalogue, si je puis dire, de DatPiff. Je tiens aussi à dire que voilà, je parlais des fondations d'OVO. C'est le seul projet de mémoire avec le seul projet de Drake avec sur la cover vraiment écrit OVO. Là, on a vraiment sur la cover écrit An October Very Homes Presentation. Donc vraiment, c'est la première la première page du OVO Sound. J'ai envie de dire, c'est vraiment présenté comme ça, quoi. La présentation de OVO. Et voilà, c'est la création du son OVO, et c'est important pour moi de parler de ce projet que j'affectionne particulièrement, et qui pour moi, selon moi, a inspiré d'autres rappeurs sur des sonorités un peu plus, j'ai envie de dire, mélodieuses, mais voilà, un son plus nocturne, un son plus six. Je vais commencer par parler du statut de Drake à cette époque-là. Donc on est en 2009. Il est déjà quand même installé dans le paysage du rap US, même si c'est peut-être pas la plus grosse tête. Il est très connu sur les blogs, et ses deux premières mixtapes, donc Room for Improvement sorti en 2005 et sa seconde Comeback Season sortie en 2006, ont quand même fonctionné, mais je dirais tout de même que voilà, il y a quand même un degré de popularité qui est très différent entre les deux projets. Je dirais que Room for Improvement, c'est un projet qui est resté assez underground, qui est connu par les fans de Drake et les fans de hip-hop en général. Mais Comeback Season, pour dire vrai, je trouve que même que la cover, elle est assez iconique aujourd'hui. Tu sais, on pense à Drake avec son trench coat, en train de regarder la caméra, et derrière des feuilles un peu orangées. J'ai l'impression qu'il a été beaucoup plus marquant, et il a été plus marquant aussi parce qu'il y a des morceaux qui ont bien marché. Je pense à Replacement Girl avec Trey Songz, qui est un des artistes qui a participé à l'essor de la popularité de Drake à cette époque-là. Et moi, il y a un de mes morceaux favoris de Dreezy dans le projet, c'est Closer to My Dreams, qui est un morceau très représentatif de la volonté de Drake sur ses deux premiers projets. On sent qu'il a vraiment envie de réaliser ses rêves. Ça peut sonner un peu corny, mais non, tu sens qu'il a la dalle de réussir. Et je trouve le morceau vraiment très beau. Et il s'agit d'une reprise, d'une certaine manière, du morceau de Guapele, Closer, sorti en 2001 sur son album Even Closer, un morceau magnifique, un album magnifique que je vous invite à aller écouter. J'adore le morceau original, j'adore le remix de Drake, et pour ce qui est du remix de Drake, donc Closer to My Dreams, assez marrant de se dire qu'en 2019, sur son album Certified Lover Boy, Drake, sur le morceau de Remorse, qui est l'outro du projet, il parle de Closer to My Dreams. Il dit que voilà, à cette époque-là, il était naïf et uneducated.
Mais j'ai trouvé ça assez cool qu'il parle du morceau parce que moi, depuis, il a sorti des centaines de morceaux et je dirais même des dizaines de projets en tout. Non, peut-être pas. Mais ce morceau l'a quand même marqué. Voilà, c'est pas tombé dans l'oubli et je pense qu'on est plusieurs à s'en souvenir. Et voilà, c'est moi quand je pense au projet Comeback Season, je pense à Closer to My Dreams. Il y avait aussi un morceau avec Robin Thicke. Je sais pas si c'est une reprise. Je connais pas assez bien la discographie de Robin Thicke, mais c'était Teach You a Lesson, qui est un morceau qui je trouve n'a pas beaucoup vieilli et j'apprécie l'écouter de temps à autre. Bon, la mixtape n'est pas sur les plateformes de streaming aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas une demande qui est excessive, contrairement à So Far Gone. Voilà, je pense qu'on était beaucoup à demander le projet sur les plateformes pour pouvoir en profiter. Mais voilà, Comeback Season peut-être un peu moins. Et bon, à partir de 2008, il va se rapprocher de Young Money, il va faire des concerts avec Lil Wayne. Et donc ça va plus faire partie de son entourage. Mais je tiens à dire que ce qu'il y a avant 2009, je trouve ça vraiment bien. On sent que Drake, c'est un rappeur qui est amoureux de la musique, qui est amoureux des samples. Ça sent qu'il est amoureux du R&B. Mais je trouve qu'il n'a pas encore une identité sonore unique. Donc c'est pour ça aussi, peut-être que je pense que ces deux premières mixtapes sont un peu moins connues du grand public. Voilà. C'est mon avis. Mais ça reste des mixtapes assez agréables à écouter. Et en vrai, quand on connaît la carrière de Drake aujourd'hui, c'est toujours cool d'écouter ses premiers projets, quoi, juste pour l'aspect un peu culture générale. Et donc, on arrive sur So Far Gone en 2009. Alors, c'est un projet qui a majoritairement été enregistré du côté de Houston, au Texas. On connaît l'amour de Drake pour Houston. J'en parlerai un peu plus tard, surtout sur un des morceaux de la mixtape. Et voilà, ça a été majoritairement produit du coup par Noah Shebib, aka 40. Comme je le disais, un peu le mec à la base du son de OVO. Et donc je vais vous parler de la mixtape. Je vais pas vous parler de la mixtape, on va dire son par son, de manière assez conventionnelle. Je vais plutôt en parler avec, pour moi, les grandes idées qui émanent d'un pattern de son, on va dire. Wow, c'est un peu trop data science là peut-être, mais en fait, je pense que quand on écoute bien le projet, qu'on écoute les sonorités, on comprend la carrière que Drake va avoir derrière. Bon, je vais m'expliquer. Bien évidemment, il y a les petites notes sur le côté. Donc, la première grande idée pour moi qui sort de ce projet, c'est le succès. Comme je le disais, Closer to My Dream, accéder à la lumière. On sent que Drake, il a envie d'être célèbre. Pour sa musique, bien évidemment. Et donc du coup on a le premier morceau qui est un peu introspectif, Lust for Life. Bon, c'est marrant, j'ai dit que je faisais pas son par son, mais je commence par l'intro. Bon bref. Donc Lust for Life qui est un morceau produit par Noah Shebib, assez introspectif, assez spatial. Donc on comprend déjà un petit peu que Drake il a changé de sonorité. Et on enchaîne avec You Star Land of Vegas, qui est une lettre d'amour du coup à Houston. Houston qui est un peu sa base, comme je l'ai dit, il a reçu beaucoup d'amour très tôt dans sa carrière de la part de cette ville, alors qu'on sait que son père est issu il vient de Memphis. Même s'il est natif du Canada, il est aussi américain. Et Houston, Atlanta, Vegas, rien qu'au titre, on se dit, il y a Houston, donc un peu sa base. Atlanta, le côté un peu, je dirais, strass et paillettes du rappeur. Parce que bon, il y a beaucoup de fêtes à Atlanta. Je pense que pour être dans la boucle, dans le showbiz, t'es obligé de passer par là aussi. Et Vegas, donc vraiment les lumières de Las Vegas. Et je trouve le refrain vraiment magnifique, très efficace. Et ça montre déjà les capacités, l'aisance de Drake sur les refrains, sur les bridges, sur les couplets. J'aime beaucoup ses placements. Et en fait, c'est très agréable d'entendre ce son-là, je pense, surtout à cette époque, parce que c'est frais, quoi. C'est frais, et on est, comme je l'ai dit, toujours dans cette idée strass et paillettes. Et voilà, on pense nécessairement aussi au morceau Successful. Donc, I Just Wanna Be Successful. Voilà, ce morceau-là, il peut pas être plus clair.
Et je pense que le fait d'avoir Trey Songz et surtout Lil Wayne sur le morceau, c'est que j'ai envie d'être au niveau de ces mecs-là, quoi, en termes de popularité. Et il y a aussi un truc, bon, je vais en parler maintenant, mais Drake, en termes de rap, il est souvent décrié, mais moi j'ai toujours trouvé qu'il avait une belle plume. J'ai toujours apprécié ses flows. Certains disent que c'est assez monotone, que ça se renouvelle pas. En tout cas, à l'époque, c'était assez. On pouvait pas dire ça vu qu'il n'avait pas sorti autant de projets. Mais en fait, je le trouve vraiment au niveau en tant que rappeur sur le projet. Alors qu'à l'époque, on le qualifiait plus de ouais, il rappe ou il chante, truc un peu cliché, même s'il y avait d'autres rappeurs qui chantonnaient un peu. Et je le trouve vraiment au niveau en tant que rappeur dessus. Et on sent que ça lui tenait à cœur. Et tu vois, quand t'as Lil Wayne qui débite sur ton morceau, sur plusieurs morceaux, t'es obligé d'être au niveau. Et Drake l'est, tout simplement. Et je pense que c'est aussi pour ça que la mixtape est aussi qualitative. C'est qu'il y a des bars, il y a des flows, il y a de l'attitude. Et il y a une aisance. On connaît l'aisance de Drake sur les refrains. Je pense qu'il y a peu de personnes qui peuvent s'asseoir en face de lui, du moins à cette époque, et sur ces sonorités-là qui sont quand même assez nouvelles. Et ouais, non, c'est la création d'un nouveau son, je le répète. Ensuite, il y a une autre idée qui s'en émane, pardon, et qui va le suivre beaucoup pour la suite de sa carrière. Et j'ai envie de parler d'une petite anecdote qui est assez marrante. C'est le côté pop. C'est le côté pop. On a deux morceaux, deux et demi on va dire, qui sont ouvertement pop. Let's Call It Off, du coup avec Peter, Bjorn and John, qui est un groupe de suédois indie, donc pop indie. Et c'est un morceau qui existait déjà en fait. Drake l'a retravaillé et a posé refrain, a participé au couplet, a plutôt posé couplet et a participé au refrain. C'est un morceau qui est produit du coup par un des membres du groupe, ils sont trois, Bjorn. Et il y a un autre morceau très pop qui s'appelle A Little Bit avec Licky Lee. Licky Lee. Ouais, j'ai toujours du mal avec son nom d'artiste. Et ce morceau est aussi produit par Bjorn. Alors, c'est un morceau qui est aussi très pop, mais vraiment, là, c'est des morceaux pop au sens propre. Et on sait que plus tard, Drake va quand même s'établir sur la pop culture, mais aussi à l'échelle mondiale, un peu plus mainstream, avec des sonorités plus pop. Je ne vais pas forcément citer les morceaux, mais voilà, plus populaire, plus mainstream. Et dès le début, on va dire que c'est quand même les premiers morceaux vraiment pop sur lesquels il va poser. Et ces deux morceaux sont produits par Bjorn. Donc, d'une certaine manière, Bjorn a participé à façonner un peu le côté pop de Drake. Et c'est assez marrant parce que quand on écoute la musique de Peter, Bjorn and John, c'est à des années-lumière de ce qu'on pourrait penser du rap à cette époque, quoi. Ou même des sonorités, plutôt des sonorités qui étaient populaires dans le rap à cette époque-là. Et je trouve que ça montre la belle ouverture d'esprit de Drake. Et le fait qu'il soit avec Noah 40, le fait qu'il soit avec Boy Wonder, et le fait qu'il soit lui-même et qu'il ait beaucoup d'inspiration, je trouve que c'est fort de pouvoir l'assumer sur un projet comme ça en 2009. Et voilà, l'anecdote, c'est que Bjorn produit les deux morceaux. Des morceaux qui n'étaient pas destinés à Drake initialement, puisque ce sont des reprises. Mais il y a du Bjorn dans la carrière de Drake. Et l'autre morceau duquel je voulais parler, c'était Best I Ever Had. Donc le tube que tout le monde connaît, plusieurs centaines, je crois plus de 600 millions de streams sur Spotify, un morceau qui a énormément été joué en radio. Je dis que c'est un côté plus pop parce que c'est un peu le tube, je m'excuse pas vraiment, mais ouais, bon, c'est du direct, ça arrive, on bouge les micros, ça peut arriver. Mais ce que je disais, c'est que oui, Best I Ever Had, c'est un morceau qui a beaucoup tourné en radio, qui est appréciable. Je le mets dans le côté pop parce que voilà, c'est vraiment un tube que tout le monde connaît. Mais j'ai du mal à écouter ce morceau aujourd'hui parce que déjà je l'ai beaucoup écouté, je l'ai peut-être beaucoup subi. Mais le clip, faut qu'on parle du clip, les gars, parce que c'est directed par Kanye West.
je le trouve ridicule. je, je trouve le clip vraiment ridicule. Donc Drake est coach de basket. Il a une équipe de féminines. Voilà, des beautiful women, gotta say. Mais en fait, je trouve le clip vraiment pas en accord avec le son. Je trouve Drake pas bien dans sa peau dans le clip. En fait, il a pas l'image que le clip veut lui donner à cette époque-là. Je trouve que c'était une erreur de sortir le clip. Et je sais pas pour vous si vous l'avez vu, mais il est sorti en 2009 ou 2010. Peut-être un peu plus tôt, peut-être 2000, je sais plus exactement le clip quand est-ce qu'il est sorti, mais j'ai l'impression qu'il est sorti en 99. La qualité d'image, je la trouve vraiment pas folle. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de re-uploads sur internet. Mais parce que le clip n'est même pas sur la chaîne de Drake, je pense qu'il l'assume même pas lui-même. Et ouais, bon, c'était un peu le début de la collaboration entre Drake et Kanye West, mais là, sur ce coup-là, j'ai vraiment, j'ai vraiment pas été fan. Mais le morceau, je le trouve bon. Après, je le trouve pas vraiment dans. Je trouve que c'est un morceau qui dénote un peu du reste de l'album en termes de sonorité. C'est un morceau assez classique pour l'époque, mais il va être aussi sur Thank Me Later. Mais je pense que ouais, c'est quand même important de le citer parce que c'est un morceau qui a donné un autre tournant à la carrière de Drake. Il l'a fait connaître de manière considérable parce qu'encore aujourd'hui, bah, tout le monde connaît le morceau Best I Ever Had et je sais pas s'il le joue encore en concert. J'ai jamais eu la chance de le voir, mais ouais, gros morceau, obligé d'en parler. L'autre idée dont je voulais parler, c'est un truc qui revient beaucoup dans la carrière de Drake, mais c'est le côté hommage. Hommage du coup à ses pairs, à ceux qui l'ont grandement inspiré. Et bah, je vais parler du morceau Ignorant Shit, donc Ignorant Shit de Jay-Z, donc un remix du morceau de Jay-Z avec Beanie Sigel. Sur l'album American Gangster, morceau incroyable, produit par le légendaire Just Blaze. Et dedans, bah, c'est un featuring qui est... Enfin, le morceau de Drake, du coup, Ignorant Shit, est en featuring avec Lil Wayne. Ça découpe, hein. Ça découpe. Et je reviens sur le côté hommage, dans les placements, etc. On sent qu'il rend quand même hommage à Jay-Z. Et ouais, c'est un hommage à Jay-Z, c'est un hommage à Beanie Sigel, c'est un hommage à Just Blaze. La façon... Je trouve qu'il honore le morceau. Lil Wayne, couplet incroyable. Et je pense que ça fait partie aussi, en début de carrière en tout cas, de l'aspect de Drake que les rappeurs apprécient beaucoup. C'est que c'est un mec qui rend ses fleurs, quoi. Aux artistes qu'il admire. On le rappelle, hein, sur son premier album, sur Light Up, il va avoir un feat avec Jay-Z. Pas tout le monde a un feat avec Jay-Z sur son premier album. Bon, J. Cole l'a eu, signé chez Roc Nation, mais pas tous les artistes de Roc Nation ont un feat de Jay-Z sur leur premier album. Je pense à un artiste que j'aime particulièrement, c'est Vic Mensa. J'avais adoré son premier album, The Autobiography. Mais il n'y a pas de Jay-Z. Enfin, signé chez Roc Nation, il avait le choix entre signer chez Roc Nation et Good Music, parce qu'il a aussi un feat avec Kanye West, You Mad, qui est très connu. Bon, je digresse un peu, mais il n'a pas eu de feat avec Jay-Z sur son premier album. Hein. Donc, bon, c'est une chance de l'avoir, mais je pense que le côté de Drake, du mec qui est très respectueux envers ses pairs, bah, les mecs après ils se disent, bon, lui il me respecte et tout. Je vais peut-être poser sur son premier album. Bon, après, je sais pas si c'est vraiment ça, parce que d'un autre côté, Vic Mensa est quand même beaucoup moins populaire que Drake. En 2016, c'est en 2016 que sort The Autobiography, ou 2017, je sais plus exactement, que Drake l'est en 2010 avec Thank Me Later. Mais voilà, y a, comme je le dis, il y a ce côté hommage. C'est un côté qu'on retrouve aussi dans November 18, qui est produit par Boy Wonder, mais qui est clairement, très clairement un hommage à DJ Screw. Donc le morceau, il est chopped and screwed. C'est vraiment un hommage. Et je crois que dans For All the Dog, il y a une interlude aussi qui est un hommage à DJ Screw. Ce que je dis, Drake a toujours rendu ses fleurs aux artistes qui l'ont inspiré. Et là, encore plus, je pense qu'il a encore plus envie de le faire parce que voilà, c'est des artistes de Houston, c'est le Texas. Comme je le dis, l'histoire d'amour entre Drake et le Texas, c'est assez forte. Voilà, les liens sont très forts. Et on a le morceau Say What's Real, Say You Will de Kanye West. Donc Kanye West qui a décalé, qui a autorisé Drake à poser sur l'introduction de 808 and Her Break. Je trouve que la production va très bien avec Drake. C'est un truc, ouais, je vais en parler maintenant. Toutes les phases B,
euh, colle parfaitement avec l'idée de la mixtape, en tout cas avec le son OVO. Et par exemple, Say What's Real, qui je le répète est le remix de Kanye West, Say You Will, pour moi je trouve qu'il fit plus dans le projet que Best I Ever Had. Et c'est pas son morceau. Donc on sent quand même que ça a été pensé, il a pas fait une reprise pour faire une reprise, et je trouve qu'il a une belle identité sur le morceau. Bon, c'est assez, c'est un morceau, enfin, c'est assez introspectif, c'est assez classique dans le texte, mais je trouve qu'il a vraiment son identité sur le titre, et je peux écouter Say You Will de Kanye West, et après écouter le morceau de Drake, et me dire qu'ils ont quand même réussi à... Enfin, il a réussi à donner une interprétation différente au morceau, tout en... Je sais pas comment le dire, mais sur les placements, on sent qu'il rend hommage à Ye quand même. On sent qu'il rend hommage à Ye, et je pense que Kanye West, c'est un des artistes qui l'a vraiment le plus inspiré. Et 808 and Heartbreak, je pense que c'est un album que Drake a dû beaucoup écouter et qui l'a beaucoup inspiré, qui est un album un peu décrié à l'époque, peut-être toujours un peu aujourd'hui, mais voilà, on ne peut pas nier le caractère novateur des idées de Kanye présentes sur l'album. Donc Say What's Real, Uptown qui est aussi dans ce côté hommage. Bon, là on a un featuring avec Bun B et Lil Wayne. Donc encore une fois on rend hommage à Houston avec Bun B. Je sais qu'ils ont une très bonne relation. Il me semble aussi que Bun B tous les ans il organise une sorte de concert à Houston qu'il appelle des rodéos. Et Drake était présent il n'y a pas si longtemps, donc c'est pour dire que c'est une amitié, bon je sais pas, une amitié, je les connais pas personnellement, mais voilà, c'est de longue date, et voilà, Bun B est sur le morceau Uptown, moi je le trouve vraiment incroyable, incroyable. Le couplet de Lil Wayne est vraiment très 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 fort. En fait, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, je parle pas vraiment de texte, et pourtant je disais que j'aime bien le côté lyrique de Drake, etc. Mais c'est vrai que sur la mixtape, c'est pas ce que je retiens le plus de la part de Drake. Moi, ce que je retiens le plus, c'est plus le côté placement, le côté flow et le côté refrain, le côté musical, assez novateur. Et sur ce morceau-là, le couplet de Bun B, en vrai, il fait de l'ombre à Drake et à Lil Wayne. Il fit tellement bien. Et en fait, ce que je trouve fort, c'est que voilà, il y a quand même des sonorités sudistes sur le morceau. Mais les gars, ça se voit qu'ils se font plaisir. Ils se font plaisir de se dire que je vais poser. Je dis pas que c'est des sonorités forcément super nouvelles, que c'est pas. Mais Drake, c'est quand même la nouvelle génération à ce moment-là. Et on sent que ça fait plaisir à ces rappeurs-là de participer à l'essor de ce son et à l'essor de cette nouvelle identité, quoi. Et à l'essor de cette future star qui est Drake. Bon, de mémoire, il n'y a pas eu d'autres feats sur les albums de Drizzy. Mais voilà, j'apprécie beaucoup Uptown, et là on est clairement dans la partie hommage, que ce soit en termes de sonorité beaucoup plus sudiste, et la présence de Bun B et de Lil Wayne. Je parle pas assez je parle pas assez de Lil Wayne, mais il est tellement présent sur le projet que j'oublie, à croire que c'est un projet en commun. L'autre partie qui vient vraiment en tête quand on pense au projet et quand on décompose les produits, enfin les morceaux en pattern, bien évidemment, c'est la partie OVO Sound plus R&B. Et là, je pense forcément au morceau A Night's Off avec Lloyd. Moi, à l'époque, j'adore ce morceau, je l'écoute moins aujourd'hui. Je pense que je l'ai trop écouté, mais j'aime beaucoup la performance de Lloyd. Et Drake, là, il se fait plaisir quand même sur les vocalises. On sent qu'il est libéré, qu'il est très à l'aise. Et je dirais pas que c'est un top performer. Voilà, il y aura des chroniques de Diana Ross, de Whitney Houston, qui vont sortir plus tard. Donc je dirais pas que Drake c'est la plus belle voix que j'ai entendue de ma vie, loin de là. Mais il a les bonnes fréquences. Et Lloyd, c'est quand même un artiste qui a du coffre, et il est pas ridicule à côté, quoi. Il est pas ridicule à côté parce qu'il sait dans quoi il est bon, et je le répète, il a les bonnes fréquences. Après, voilà, on sait que Noah Shebib, il doit savoir faire les bonnes manipulations derrière la machine, mais
C'est un morceau que j'apprécie particulièrement. Et notre morceau qui est aussi dans la veine un peu R&B, c'est Sooner Than Later. On a aussi le Briar's Interlude avec Omarion, qui est un son que Drake affectionne aussi particulièrement, il en parle souvent. Il y a une reprise de Bryson Tiller en 2016 ou 2017 qui avait beaucoup tourné sur SoundCloud. Et je crois que le fait qu'il ait fait cette reprise, beaucoup de personnes ont pensé qu'il était signé chez OVO, alors qu'il n'a jamais été signé chez OVO. Mais il me semble qu'il avait dit, même pour Trap Soul, enfin je crois que un de ses artistes préférés c'est Drake. Et cet interlude avec Omarion, tu la mets dans Take Care, c'est 3 ans plus tard. Ouais, non, 2 ans. Ouais, peut-être 3 ans plus tard, je sais plus exactement, c'est 2011, je crois, Take Care. 2 ans plus tard, tu la mets dans Certified Lover Boy, elle passe toujours, elle est magnifique. Elle est magnifique et elle est intemporelle. La performance d'Omarion, il a vraiment fait symbiose avec la prod, symbiose avec Drake. Et là, je trouve qu'on est vraiment sur un son R&B, mais un peu dark, quoi. Un peu dark et un peu OVO. Complètement OVO même, j'ai envie de dire. On a mon morceau favori. Mon morceau favori du projet, de Calm. Là, c'est un morceau vraiment introspectif de Drake. Il rappe. On sent que il a envie de réussir. En vrai, là, c'est vraiment très introspectif. Hein. Il parle de sa famille, il parle de ses luttes personnelles. Et la prod. La prod. La prod. Non, vraiment, les gars, la prod, c'est. En fait, c'est une partie d'OVO que j'aime beaucoup. Quand c'est pas forcément. C'est R&B. C'est pas R&B, mais ça laisse place à la créativité plus rap de Drake sur le morceau. Et là, vraiment, moi, quand j'écoute ce morceau-là à l'époque, je suis comme un fou. Comme un fou. Et encore aujourd'hui, c'est mon morceau favori. Et encore une fois, quand on écoute ce genre de morceau, on se dit vraiment, il y a une symbiose entre 40 et Drake. Et là, leur seul objectif sur ce genre de morceau, c'est de sortir du studio et d'avoir un son qu'on n'entend pas ailleurs. Je me répète depuis le début, mais pour moi, de Calm, j'ai jamais entendu ça avant. Après, voilà, j'avais pas, j'étais encore jeune, mais ouais, ça fait plaisir. L'album se termine sur Brand New, qui est un morceau sympathique, assez R&B. Drake chante sur le refrain et assez sympathique. Bon, un peu oubliable pour le coup. Brand New. Mais voilà, ça passe crème dans le body of work. Donc voilà, on va désormais. Je vais me permettre de conclure. En fait, moi, je trouve ça vraiment. J'ai un peu évoqué cette idée-là, mais agréable et intéressant d'avoir des projets avec des phases B, des sons qui ne t'appartiennent pas, que tu arrives à intégrer dans un projet et pas à faire oublier que tu vas pas faire oublier Ignorant Shit de Jay-Z, tu vas pas faire oublier même le morceau de Peter Bjorn et John, mais réussir à interpréter, à mettre sa patte sur des morceaux qui existent déjà, je trouve ça très fort. Et de ça, tu vas sortir une identité, l'identité OVO ici, sur des choses qui ont déjà été créées. Mais ça, tu peux le voir comme un hommage, en fait, tout simplement. C'est un hommage à ces artistes-là, et je pense qu'ils le prennent aussi comme ça. Et se dire que sur le morceau, voilà, je le disais, t'as des morceaux pop, et t'as des morceaux avec Bun B. Je trouve ça incroyable, et tu passes d'un morceau à l'autre, le sequencing passe crème. Ils ont vraiment créé un projet qui, je trouve, a une identité très forte. C'est un de mes projets favoris de Drake. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sons qui ont vieilli aujourd'hui. Et ouais, non, c'est
c'est une Madeleine de Proust pour moi, je pense. Il y a le côté nostalgique parce que je sais que dans la critique, pour les critiques en général, c'est pas une mixtape en termes de son qui est incroyable. Mais pour moi, j'ai du mal à me dire qu'en 2009, t'écoutes ça et tu te dis, j'ai entendu ça 1000 fois, quoi. J'ai entendu ça. Tu te dis pas ça, tu te dis que c'est quand même assez nouveau. Après, voilà, c'est des productions, tu peux estimer qu'elles ont vieilli. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec la plume de Drake. Mais moi, je trouve qu'à ce moment-là, bah, il est très introspectif. Il est très. Il a une certaine humilité dans son grind. Bon, peut-être plus sur ses deux premières mixtapes. Mais voilà, on sent que c'est important pour lui, bah, je le répète, d'honorer ses pairs et d'accéder au succès par la voie royale, c'est-à-dire en ayant des projets de qualité. Et voilà, cette sonorité OVO, on va la retrouver sur pas mal de sons de Thank Me Later, pas tous les sons, mais voilà, je pense à Karaoke. En vrai, même Light Up. Ouais, peut-être Light Up. CC's Interlude. Bon, après, bon, Take Care, voilà, mais l'album Take Care, Nothing Was the Same. Après, il va peut-être se détacher un peu. Son son va évoluer tout simplement, mais la base a été posée par So Far Gone et c'était important pour moi d'en parler. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, je le répète, je suis très actif aussi sur TikTok, donc je laisserai le lien de mon TikTok en barre d'infos, de mon Instagram aussi. Et voilà, beaucoup de reviews arrivent dans un futur proche. D'époques diverses, hein. Là, on est passé des années 70 à la fin des années 2000. Et c'est un plaisir. C'est un plaisir d'explorer des œuvres qui, pour moi, ont un sens et parfois sont un peu oubliées, comme ce So Far Gone. Donc, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez. Et surtout, n'oubliez pas le principe même de la chaîne, Peace and Grind.